Alors bonjour à Monsieur Bouteille. Ce mois-ci, on a 2 épisodes. Le premier épisode, le numéro 7. Alors, j'ai mon news et opinion. On continue donc de jaser modernisation de la consigne, de verre et d'emballage. Et on a une entrevue hyper intéressante avec Mélissa Laflamme du Panier Extra qui va venir nous jaser de gaspillage alimentaire, mais aussi du modèle d'affaires Panier Extra. Vous allez voir, hyper intéressant. Par la suite, à l'épisode numéro 8, on va avoir notre segment Foodies avec Alain Herbeau, notre sommelier. Et bien sûr, Noémie Dancaval continue sa tournée des producteurs et elle visite ce mois-ci Apicole, une distillerie et une hydromellerie de Québec. Alors soyez des nôtres, abonnez-vous à la page. À bientôt. Circuit court présente le monde emballant de Monsieur Bouteille. Nous voulons remercier nos partenaires Circuit court, Gauthier Emballage, Écurie B, Dégustation et animation de la rive, Chef Vincent, Encaval Live Session et GB Studio. Alors, bonjour, Monsieur Bouteille pour le News et Opinion du mois d'avril 2026. Alors, on commence tout de suite avec, bien sûr, la modernisation et la collecte sélective au Québec. Vous savez que je m'en fais un devoir de vous en parler pratiquement à chaque mois. Donc, le déploiement est vraiment bien entamé pour Consigne Action et la responsabilité élargie aux producteurs. On sent là, qu'ils ont le vent dans les voiles, ils commencent à ouvrir quelques points de dépôt et ça, j'en suis très fier. Et je les félicite d'ailleurs. Je crois que ça avance tranquillement, mais sûrement. Et de plus en plus, il y a un taux d'efficacité légèrement à la hausse. C'est ce qu'on voit. Et il va falloir qu'ils continuent, bien sûr, à travailler sur la démocratisation, la facilité, que les détaillants, bien sûr, réussissent aussi à accepter les contenants, pas juste le plastique et l'aluminium, mais le verre. Il faut qu'ils refassent un retour en force chez les grands détaillants et on le souhaite. Là, ce qu'on peut voir aussi dans la modernisation de la consigne, c'est qu'il y a une uniformisation de plus en plus bien intégrée. Donc, les gens commencent à reconnaître qu'est-ce qui est à 10 sous à la consigne, qu'est-ce qui est à 25 sous, les formats. Ils ont simplifié ça, puis je pense que tranquillement, les gens comprennent, puis ils comprennent bien sûr tout l'aspect écologique, mais l'aspect économique qui peuvent se remettre dans les poches pour, bien sûr, racheter des produits de consommation par la suite. Fait que je suis bien content. Par contre, c'est sûr que la modernisation de la consigne, un des points majeurs et des points importants qu'il faut vraiment qu'ils réussissent à mettre de l'avant, c'est l'impact pour que la qualité du verre qui est récupéré, donc qui peut retourner au verrier canadien, donc doit de plus en plus être bien géré et ne pas relâcher la structure qu'ils sont en train de mettre en place parce que c'est ce qui va faire que le verre va être de meilleure qualité, bien trié et que la matière va valoir plus et que notre verrier canadien pourra avoir plus de matière pour être en mesure de refaire du verre avec plus de pourcentage de recyclé, de carlettes recyclées dans les bouteilles. Ce qui serait, encore une fois, une cible intéressante. C'est même pas exagéré, autrement dit, de dire qu'on peut arriver à une cible d'augmenter énormément la qualité du verre recyclé au Québec pour que notre verrier fasse des bouteilles de verre avec un pourcentage plus élevé. Puis ça, je le souhaite, mais on continue. C'est positif. Je pense vraiment qu'actuellement, ça va bien. Par contre, il y a encore des contaminants, puis il faut s'assurer que le verre ne sera pas contaminé au retour chez les verriers. J'espère qu'on va continuer à travailler là-dessus. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi que la modernisation de la consigne a amené un petit peu aussi une certaine pression anti-plastique. Puis ce que je disais aussi aux gens autour de moi dernièrement, c'est ce que je suis vraiment content, c'est que les nouveaux entrepreneurs au Québec qui partent des nouveaux produits, donc la relève, tout de suite dans leur réflexion, lorsqu'ils savent qu'ils vont mettre un produit dans un packaging, un emballage, tout de suite, c'est sûr que l'option numéro 1 est beaucoup vers le verre, de plus en plus, et l'aluminium, qui est quand même le deuxième contenant, à mon avis, qui est le plus intéressant à utiliser.
Puis d'ailleurs, on a une petite chose sur un petit point là-dessus pour vous donner des chiffres un petit peu tantôt sur justement tout ce petit côté-là, là, du vert, du pourcentage entre les deux. Donc, le retour au vert, dans le fond, ça serait important parce que là, on voit que les jeunes entrepreneurs veulent le vert, veulent aussi le réemploi. Est-ce que maintenant, les détaillants le veulent? Est-ce qu'il y a des structures pour le faire? Est-ce que la QRCB sont prêts et Consigne Action sont prêts à aller vraiment vers ce côté-là de plus en plus et de l'assumer et le supporter? Ça, j'ai hâte de voir. Si c'est le cas, ben le vert va reprendre sa compétitivité. Il va devenir moins coûteux. Et en plus, il va être plus local. On va donc consommer moins de GES. Fait qu'un retour, c'est plausible. Maintenant, il ne faut juste pas lâcher la pression. L'éco-conception maintenant. Dernièrement, on parle beaucoup, on voit vraiment que les gens sont intéressés à l'éco-conception concret, un peu plus concret maintenant aussi. On parle d'un passage du discours à l'action enfin, parce que depuis 3, 4 ans, 5 ans, on entend énormément de blabla. Par contre, est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce que les entreprises ont les outils, les moyens et le support de faire de l'éco-conception une priorité? Là, tranquillement, pas vite, j'entends des belles choses. Il y en a qui me disent des fois aussi qu'il faudrait peut-être changer aussi plein de modèles de bouteilles, des designs de bouteilles, des couleurs pour être en mesure d'arriver à ces objectifs-là. C'est pas fou. Par contre, je trouve quand même que les gens oublient que le Québec, si on prend encore une fois le vert, au Illinois à Montréal, est le spécialiste mondial du verre à remplissage multiple. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui font toujours les bouteilles retournables des grands brasseurs. Tout ce que vous avez bu dans les bouteilles des grands brasseurs, peu importe le format, le 341 à l'époque, la 710 ml, la 1,5 litres, tous ces formats-là sont réutilisables 10, 15, 20 fois avant d'être en fin de vie, d'être donc conditionnés et de refaire des bouteilles. Donc, on est déjà des champions là-dedans. Donc, est-ce que de repenser à plein de nouveaux modèles et de regaspiller énormément d'argent dans des modèles un peu plus adaptés, je pense que non. La réalité, c'est que les gens, je pense qu'on a déjà assez de moules pour être capable de vivre et de voguer avec ces moules déjà existants. Premièrement, pour une question de prix et d'investissement aussi, parce que ça coûte cher un moule. Soit dit en passant, un moule privé au Canada, actuellement, coûte dans les alentours de 57 000 US, si ce n'est pas 60 000 US maintenant avec les augmentations. Donc, convertissez-les en canadien. Il faut que tu aies un beau projet pour avoir un moule privé. Alors, idéalement, on utilise des moules universels, on monte nos volumes, puis un jour, lorsqu'on a un volume adéquat pour justifier le moule, bien là, à ce moment-là, on peut peut-être penser à faire un moule. Par contre, si on parle des aliments, des contenants pour le réemploi, mais qu'on peut maintenant cibler, mettons, le côté alimentaire, lorsqu'on va être rendu à revaloriser, autrement dit, ou à promouvoir le contenant à remplissage multiple, mais pas juste dans la boisson liquide, mais aussi dans l'alimentaire. Là, j'avoue que ça va être le temps de refaire peut-être des contenants ou de s'adapter à une nouvelle réalité et que les gens les reconnaissent davantage que des pots universels. Parce que c'est vrai qu'il faut que les gens aussi soient en mesure de reconnaître rapidement un contenant et de dire « Ah, lui, il est retournable et réutilisable. » Donc, premièrement, j'ai une consigne plus élevée pour ça souvent. Et deuxièmement, il faut que je le rapporte au bon endroit pour m'assurer que le contenant retourne se faire laver et retourne au producteur pour une seconde vie et même plus. Donc, je ne vous lâche pas. On va parler de ça encore une fois tout le long de l'année parce que c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas lâcher la pression. Il faut continuer notre beau travail. Là, ce qu'on peut voir par contre, c'est que si on trie mieux le verre, qu'on le reprend mieux, qu'on le valorise mieux, bien, en effet, on peut le récupérer, mais des fois, il va y avoir de la valorisation à faire. Et il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. C'est à savoir, est-ce qu'il y a vraiment un marché, des marchés pour le verre conditionné? Est-ce que ça peut être vraiment un segment économique et écologique d'avoir tout ça entre les mains? Et y a-t-il assez de projets pour le faire? Ou il faut encore davantage miser le réemploi avant de valoriser? Donc, dans la chaîne des valeurs, c'est toujours la même chose. On réemploie. Si on ne peut pas réemployer,
on valorise. Donc, ça va toujours être comme ça. Fait que je dirais que j'espère qu'il y aura des nouveaux débouchés, des marchés pour le Colette, le verre recyclé, ce qui pourrait nous amener, encore une fois, à devenir extrêmement performants dans notre nouveau système qu'il ne faut pas manquer. Alors, j'ai le goût de dire, en finissant, mes news et opinions sur ce sujet de la modernisation de la consigne, c'est que le Québec ne parle plus maintenant juste d'économie circulaire, mais elle est en train de la construire. Alors, écoutez, aujourd'hui, tu sais, des fois, je parle d'emballage, je parle de modernisation de la consigne, je parle de plein de choses, mais ce qui vient me toucher beaucoup depuis quelques temps, parce que je vois beaucoup les chiffres passer ces temps-ci, tout ça, puis tu sais, je regarde le gaspillage alimentaire. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression de comme bifurquer vers la droite en vous parlant de gaspillage alimentaire, mais ça a un réel lien avec les contenants et les emballages. Alors aujourd'hui, les deux sujets se rejoignent et je veux vous parler avec mon cœur parce que c'est important, parce que des fois, les gens vont penser que quand on parle d'économie circulaire, de contenants écologiques, de consignes, de gaspillage alimentaire, les gens, des fois, vont classer des allégeances ou parler politique, donc gauche, droite, rouge, bleu. Non. Moi, dans mon cas à moi, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, on ne fera pas de politique avec un sujet aussi important et très rudimentaire. En fait, la réalité, c'est que c'est juste logique. Le verre, c'est le contenant le plus écologique, c'est le plus santé pour le corps, il est inerte, il ne dégage pas de rien de chimique au travers, contamine pas le produit. Donc, il y a une échelle pour ça. Donc, le verre peut contrer le gaspillage alimentaire. Et j'ai sorti ma liste dernièrement, justement, parce qu'on est allé vérifier, voir quels sont les emballages qui sont les meilleurs pour l'emballage, mais aussi pour la santé, excusez, mais aussi, donc, pour le futur aussi, pour nous, les gens. Puis là, et voyez-vous, les chiffres ont sorti. Le verre, donc, reste à la référence, parce qu'ils le disent ici, complètement inerte, libère aucune substance. Et l'aluminium est numéro 2, parce que lui aussi, il est sécuritaire. Il est sécuritaire à cause de son revêtement intérieur, qu'on appelle en anglais le coating. Donc, c'est sûr que Santé Canada et tout ça vont le juger sécuritaire à cause de ça. Mais la réalité, c'est que le petit côté négatif, c'est que après un certain temps, le coating se désagrège. Si le produit est trop sûr, acide, tous ces petits aspects-là, donc il va se désagréger. Et là, oui, il pourrait avoir des particules ou des choses comme ça dans le produit et affecté. Après ça, j'ai posé la question, est-ce que le Tetra Pak, c'est intéressant? Vous savez, c'est quoi le Tetra Pak, la grosse poche? Des fois, même, on voit les bouteilles des boîtes de vin maintenant à SAQ. Là, c'est comme une pochette à l'intérieur. Donc, le Tetra Pak, vois-tu, il tombe en 3e dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, au niveau de la sécurité, il est très bien organisé, il protège super bien les aliments. C'est un matériel multicouche. Fait que là, en effet, il y a un petit peu de plastique dedans. Donc, on faut le prendre avec un petit peu de précaution, la durée de vie. Il faut voir si ça travaille avec le temps. S'il y a des gaz aussi qui peuvent s'extraire du produit. Mais, techniquement, vous savez, au Canada, donc avant que les gens mettent ça, ou les producteurs mettent ça en application dans des pots ou dans des Tetra Pak ou tout ça, donc c'est sûr que c'est jugé sécuritaire. Je le répète, souvent les entreprises qui utilisent le plastique, le Tetra Pak, c'est souvent des entreprises, souvent des très grandes entreprises, des grandes multinationales, puis ils ont des usines donc qui ont investi énormément d'argent à faire des virages au début 2000 pour aller vers le plastique à la demande de plusieurs. Pour plusieurs aspects que vous connaissez, qu'on en reparlera. Mais la réalité, c'est que finalement, ces compagnies-là ne veulent plus revirer de bord ou ne peuvent plus revirer de bord parce qu'ils ont des certifications ACEP ou des choses comme ça qui fait que tu ne peux plus mélanger, mettons, faire produire du verre ou du plastique aux mêmes endroits. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs voudraient revenir au verre, mais sont comme un petit peu limités au prix. Il faudrait quasiment qu'ils réinvestissent pour créer une deuxième usine à côté, ce qui a aucun bon sens dans l'ère actuelle 2026. Alors, on espère que ça aussi, ça va finir par bouger un petit peu et qu'il va y avoir une certaine piste de solution offerte à des producteurs qui voudraient refaire un retour au verre sans être obligés de refaire une usine complète. Ça, c'est une petite chose qu'on pourra reparler aussi dans les prochains mois. Mais ça, si on revient au gaspillage alimentaire, j'ai regardé les chiffres,
juste au Québec. Mais mondialement, c'est à peu près les mêmes chiffres. Fait que c'est là que tu vois que c'est... Tu sais, des fois, tu te dis, le Québec, on est-tu bon, le Canada, les États-Unis, le monde? Mais les chiffres, grosso modo, sont presque pareils partout. Puis là, actuellement, ce qui est incroyable, c'est que 40% des aliments qu'on achète en épicerie, les gens, au Québec, sont perdus ou gaspillés. Je sais qu'on en entend parler des fois, mais je trouve que les gens ne comprennent pas vite. On est dans un monde d'abondance un peu, où on dirait que c'est pas grave, tu sais, on va jeter, mais la réalité, c'est que on parle d'à peu près 58% de toute la nourriture qui est produite actuellement, donc qui pourrait facilement être évitée. Fait que, tu sais, 6 aliments ou presque sur 10, ça pourrait être évité, ça. Bon, bien sûr, l'avènement de tous les petits packaging, les petits sous-vides, tout ce qui est plastique, tout ça dans les débuts 2000 au Québec, c'est sûr que ça a un petit peu retardé tout ça. Moi, je le vois, là, on voit que la durée de vie souvent des produits est un petit peu moins longue, ou du moins, lorsqu'elle l'est aussi longue, ben, c'est parce qu'elle est très sucrée ou avec des additifs ou des choses comme ça. Mais bon, en bout de ligne, ce qu'on voudrait voir, nous, dans le futur, c'est moins de pertes, une durée de vie meilleure et bien sûr que ça soit inerte pour le corps de l'humain. Donc, si je regarde ça, les solutions, il y en marque ici. Il y a un bon emballage, comme le verre, exemple, peut prolonger aussi la durée de vie des aliments, le protéger et même permettre le réemploi. Je reviens à ça, tandis qu'il y a beaucoup de matières qui ne le permettent pas. Des fois, on va laver des bouteilles ou des contenants de plastique quelques fois, mais vous savez comme moi qu'après un certain nombre de lavages, le produit va colorer la bouteille, donc va venir qu'à pénétrer dans la porosité du plastique. Les odeurs aussi, des fois, on va commencer à sentir les odeurs, ce que jamais vous allez avoir avec un contenant de verre. Fait que j'ai hâte de voir un petit peu, dans le fond, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais la réalité, c'est la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on devrait voir l'emballage comme un déchet ou comme un outil pour réduire le gaspillage alimentaire? Puis là, c'est la question que je vais poser aux Québécois, mais surtout que je vais poser aux producteurs du Québec. Alors, n'hésitez pas à envoyer des commentaires là-dessus. Ça va être super intéressant. Je vais tous vous lire, puis on va essayer d'en rediscuter dans les prochaines émissions. Fait qu'aujourd'hui, en fait, j'étais supposé d'avoir une entrevue avec le verrier Owen Illinois, mais en ce début avril, Owen Illinois tombe en négociation syndicale et a dû reporter à plus tard donc l'entrevue. Ce qui m'a amené à inviter une entreprise, une compagnie de Québec, en fait, qui depuis déjà les années fin 80, donc en 88 si je ne me trompe pas, ont déjà commencé à faire du non-gaspillage, donc en pensant, en disant, écoute, je pense que je vais reprendre les fins de l'eau, ceux qui sont proches de la péremption, puis je vais les mettre en spécial parce qu'on ne veut pas les perdre. Imaginez, c'est en 1988. Alors, on reçoit aujourd'hui une personne incroyable, Mélissa Laflamme, bien entendu, copropriétaire et la fille d'André de Sylvain Laflamme et du Panier Extra. Alors, aujourd'hui, on reçoit Panier Extra pour discuter de sujets chauds comme le gaspillage alimentaire et les rabais qu'on peut obtenir, bien sûr, à avoir des produits qui sont proches de la date de péremption, mais qui sont encore très bons. Alors, on discute de ça aujourd'hui avec Mélissa. Restez à l'écoute, on passe à l'entrevue. Alors, de retour à Monsieur Bouteille dans le segment Entrevue de fond. Aujourd'hui, je suis super content, c'est une belle entreprise de Québec. Ils ont le vent dans les voiles incroyable. Je reçois aujourd'hui donc un membre de la famille. Alors, Mélissa Laflamme-Ouellette du Panier Extra. J'espère que tout le monde connaît ça, le Panier Extra. Si vous ne les connaissez pas, bien sûr, on va aujourd'hui en discuter davantage. Alors, salut Mélissa. Merci de me recevoir, Noël. C'est vraiment gentil de l'invitation. Au contraire, je suis vraiment content que tu aies accepté. Puis surtout que je te l'ai demandé assez rapidement. Hein? Je me suis libérée. Je t'ai demandé de venir faire un tour rapidement parce que aujourd'hui, je voulais parler de quoi qui me tient vraiment à cœur. Parce que tu sais que moi, je suis un professionnel de l'emballage. Je parle régulièrement de l'emballage circulaire. Je suis un pro vert pour la conservation, le recyclage, le réemploi. Par contre, bon, écoute, je vends de tout et je représente beaucoup de producteurs qui font du plastique, de l'aluminium. C'est pas la question, mais j'aime quand même qu'on discute de vraies choses. Puis là, dernièrement,
ce qui me revenait dans l'actualité ou dans mes recherches, c'est le gaspillage alimentaire. Alors, ça vient vraiment me chercher. Puis là, ben, c'est là que j'ai pensé à vous en me disant que votre modèle d'affaires est vraiment dirigé vers ça. Oui, en 88 à peu près, lorsque ton grand-papa, si je ne me trompe pas, a créé cette compagnie-là, comme on discutait tout à l'heure, c'était une opportunité pour lui de reprendre des fins de lot ou des lots qui étaient proches de la péremption pour pouvoir refaire de l'argent avec ça. Donc, à ce moment-là, c'était peut-être pas nécessairement juste pour l'économie circulaire ou l'écologie, ou de ne pas gaspiller, bien entendu, les aliments, mais force est de croire qu'un visionnaire voit bien qu'éventuellement, le modèle est vraiment venu, je trouve, chercher un côté qui est irremplaçable, mais qui est aussi un passage obligé aussi maintenant en 2026. L'inflation, tout ce qui se passe depuis la COVID, je trouve que votre modèle d'affaires maintenant prend tout son sens. Puis vos croissances sont incroyables depuis quelques années. On parle, comme vous disiez tantôt, des croissances de 30% par année depuis quelques années. On a un petit peu ralenti dernièrement, mais écoutez, c'est tellement un beau succès. Alors, est-ce que toi, quand tu as adhéré à la compagnie en sortant du HEC, je crois, hein, c'est ça? Mm-hmm. Parce que si je comprends bien, tu as étudié là-dedans, tu n'as pas commencé avec papa et ton frère là-dedans, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir dans l'entreprise familiale? Bien, ça ne sera pas très original, mais la COVID a fait que je me suis questionnée sur ma carrière. Je travaillais pour HEC. Puis, j'étais cloîtrée dans mon petit 3,5. Et on a eu une opportunité d'affaires. Là, on voulait racheter un bonichois dans le quartier Saint-Sauveur. Puis mon père, en fait, moi, je voulais joindre l'entreprise familiale. Puis mon père, il disait, écoute, non, je sais pas si on va être capable de le payroll. Ben oui, c'est ça. Parce il dit, mais là, j'ai un client parce que c'était un... En fait, M. Tremblay, 72 ans, il n'y avait pas de repreneur. Puis, c'était un client chez nous parce qu'il venait acheter en gros pour avoir des rabais dans son épicerie de quartier. Fait qu'il parlait de ça à mon père. Mon père a dit, ben oui, moi, ça m'intéresse. Ça pourrait faire en sorte que ma fille joigne l'entreprise familiale. On va avoir 2 entreprises à gérer. Ça le réconfortait dans son souci du payroll. Fait que il pouvait justifier, oui. En fait. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, à la base, dans l'idéal, j'aurais joint Panier Extra parce que c'est l'entreprise que je connais depuis que je suis toute petite. C'est l'entreprise que mon père a fondée. Mais je pense qu'à ce moment-là, lui, il trouvait ça gros, là, que moi, je joigne l'entreprise. Puis, il voyait pas trop ma place dans l'entreprise à ce moment-là, je pense. Je présume, là. Ben, il voulait... Non, mais il faut faire attention. Moi, je vais du côté d'un père de famille, je dirais qu'il devait penser que, justement, tu avais étudié puis tu avais le potentiel de probablement faire plus. Oui, il voulait me créer une place. Là, exactement, mais la réalité, c'est que ta place était déjà peut-être prédestinée un peu. Je regarde ça parce que maintenant, je suis sûr que ta place est pleinement méritée puis tu as d'ouvrages... Je suis sûr qu'il en manque plus. Je me crée de la job des fois. Il en manque plus, là. Ouais, mais... je pars des nouveaux projets. Ben, tu sais, on avait, avant que j'arrive, on n'avait pas de circulaire. Ça a été le combat de ma vie avec mon père. Il voyait pas comment ça allait être possible parce que, justement, on reçoit des lots qui sont vraiment... tu sais, nous, on est à la bourse, là, comme je dirais. Ah oui, ça peut d'une journée à l'autre. Oui, c'est ça. Fait que comment est-ce qu'on va pouvoir offrir un produit sur 7 jours consécutifs, du jeudi au mercredi suivant, comme tous les épiciers au Québec? Fait que ça, il le voyait pas. Fait que ça a été un gros combat. Puis aujourd'hui, je vois pas un client qui est pas sur son téléphone à regarder la circulaire. Mais la technologie a aidé, Mélissa. Oui, parce que tu viens de dire, là, maintenant, c'est plus juste le petit circulaire papier. Vous avez été capable de faire de quoi de bien numériquement maintenant. Oui, bien, c'est pas parfait, là. Non, mais c'est que je dirais, mais au moins, vous avez de quoi, comme tu dis, qui est facilement accessible. Il crée une récurrence, les gens ont l'habitude. Puis c'est quand même, je veux dire, c'est ça, c'est une constance dans notre offre, puis ça structure aussi notre offre. Ben, c'est ça. Ce que plusieurs de nos compétiteurs, dans le même petit créneau de la liquidation d'alimentation, offrent pas de la même manière. Ben, justement. Fait que c'est un point de différenciation dont je suis bien fière, qui demande beaucoup d'efforts, mais qui crée une fidélité là, chez nos clients actuellement. Tu me fais penser que pour ceux qui ne connaissent pas Panier Extra, en fait, c'est quoi Panier Extra rapidement? Dans le fond, c'est vraiment justement... En fait, on vise à offrir le panier d'épicerie le moins cher à Québec tout en limitant le gaspillage alimentaire. Donc, on joint l'utile à l'agréable. On offre des
produits en fin de ligne, donc des produits qui se vendent plus je ne pourrais pas le nommer Sobase, ça se vend pas chez Sobase, le produit, il retire du listing, donc les marchands au Canada peuvent plus acheter ce produit-là. Je rachète l'inventaire complet, liquide le produit. Et en fait profiter aux clients. Près de la date, surplus d'inventaire, fermeture d'entreprise, surtout dans le secteur de la micro actuellement au Québec. Oui, malheureusement, c'est un... Non, mais tu sais, je vous félicite. Il y a un écrémage qui se fait. Exactement, puis je vous félicite. Dernièrement, vous aidez aussi. Je vois Christian des fois aider des producteurs, justement, comme tu dis, qui ont un surplus. Donc, bien sûr, aider ces gens-là à liquider un peu les surplus et avoir un cash flow pour reproduire. Parce que souvent, je pense que les compagnies aujourd'hui, on se le cachera pas, souvent le cash flow est limité actuellement en 2026. Puis ça, vous donnez une belle chance, Panier Extra, des fois, à l'occasion de certains producteurs du Québec. Donc, je le dis aux gens, des fois, s'ils ont des besoins, des surplus d'inventaire, Panier Extra devient une super option, une belle clientèle. Une grosse clientèle, étonnamment, une quinzaine de milliers de personnes qui vous suivent quasiment. Sur Facebook, quasiment 35 000 maintenant, Facebook, 35 000 personnes. Donc, écoutez, c'est incroyable. Ben, c'est ça. Donc, je vous invite à aller voir ça. Vous allez voir. Donc, Panier Extra, ce qu'ils font, c'est simple. Vous prenez donc les produits qui sont déclassés, on va le dire comme ça, dans les grandes bannières. Vous essayez d'éduquer et vous êtes aidé et supporté. Ça, j'avoue qu'on a souvent peur de la MAPAQ et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'au moins, je trouve ça bien que la MAPAQ vous encadre, mais de façon positive. Ce qui veut dire de développer un bon réflexe, d'éduquer les gens, démocratiser les produits. Puis, tu sais, je me plais souvent à dire, puis je sais pas si t'es d'accord, peut-être je me trompe, mais tu sais, je me plais à dire que oui, tu sais, les multinationales, il y a beaucoup de choses que je trouve qui sont écrites, que le produit peut durer de loin, mais on dirait que c'est fait pour que tu te dises, je vais en racheter un nouveau, puis je vais en racheter un nouveau, plus rapidement que prévu. Fait on dirait que c'est l'impression que ça m'a donné dans les 30 dernières années que les grosses multinationales voulaient que les gens consomment avant de finir le contenant. Je donnerai pas d'exemple, mais tu sais, je dirais que... écoute, moi, je vais oser t'en donner un. Vas-y, exact. En fait, comme je te disais, quand on a acquis le Bonichois, on a eu comme l'envers de la médaille en étant un marchand, justement, comme régulier. Tous les marchands du Canada, du Québec. Puis justement, cette norme-là est contraignante parce que justement, de la mayonnaise qui est près de la date en tablette chez Bonichois, c'est pas une... faut les retirer puis il faut racheter une caisse chez Sobase. Donc cette roue-là qui est mise en place partout au Canada comme des normes qui sont reliées à la marque d'être un marchand pour ces grandes multinationales-là, il t'oblige à la racheter, la caisse, là, finalement. Là, une fois que tu n'as pas vendu les 24 cannes qu'il y a dans la caisse que tu as dû acheter. Fait que, de manière générale, autant ces multinationales-là que le transformateur alimentaire en bénéficie, c'est certain. Là. Plus la date est courte, il faut qu'il y ait un roulement. Là, pour les grands marchands, c'est pas un problème, évidemment, mais pour les marchands de région, pour certains produits, c'est pas les rotations se font pas du jour au lendemain. Oui, nous, avec la compagnie Curibé, on se fait beaucoup demander par les détaillants, est-ce que c'est des ventes garanties? Ça n'existe plus. C'est ça. En tout cas, très peu. De moins en moins. Puis quand ils le font, c'est parce que, tu sais, comme tu dis, il y a une petite marge de prévu là-dessus. Il y a une bonne marge prévue sur ça, en effet, souvent, pour prévoir ce côté-là. Fait que c'est vraiment ça. Hein, fait que c'est ce côté-là que je trouve qui était un petit peu dommage dans les années 80, 90, 2000. Même chose, comme je disais tout à l'heure, pour la norme ACEP au Québec. Dans le fond, ils ont dans les années fin 90, début 2000, il y a eu vraiment une transition vers le plastique. Les compagnies quittaient à la demande de plusieurs, donc à la demande du détaillant aussi à l'époque, pour plusieurs raisons. Mon employé se fait mal au dos avec la caisse de verre, elle tombe, elle peut casser. Bon, il y avait plein de petits facteurs comme ça qui poussaient ça. Il s'est créé un écosystème, beaucoup d'entreprises de plastique au Québec, des usines de plastique aussi. Donc, ils ont voulu protéger un petit peu tout ça en créant des normes et des programmes. Exact. Fait que le programme ACEP, sans enlever rien à ACEP, parce que c'est responsable comme concept, mais ça reste que toutes les usines qui ont switché ACEP dans le plastique
aujourd'hui, même s'ils veulent refaire du verre, ils peuvent pas. Parce que l'usine est comme bloquée. Là. C'est comme, faudrait que tu refasses une autre usine à côté pour refaire du verre. Parce qu'ils veulent pas qu'on mélange le verre et le plastique au cas où de contaminer. En tout cas, ben des petits facteurs qui fait que c'est compliqué. Fait que, tu sais, c'est ce côté-là, je pense que c'était pour protéger. On voit finalement que c'était pour être responsable au niveau de la production, mais en même temps, c'était comme pour bloquer un peu la part de marché que le plastique voulait garder. Fait que là, on voit que tranquillement, pas vite, les nouveaux entrepreneurs, comme je disais dernièrement, qui m'appellent moi pour acheter des contenants avec moi ou whatever, les jeunes entrepreneurs, c'est tout de suite dans leur réflexe de dire c'est quoi le contenant le plus responsable que je peux mettre mon produit. Tout en permettant de protéger le produit, là, je pense à Genville, Laitue Mirabelle, Valérie Thérault que j'ai côtoyée à HEC. Ça semble être un débat de tous les jours, là, la fameuse bulle de plastique qui protège leur laitue. Est-ce qu'on va au détriment de la conservation du produit qui a été transporté, cultivé, qu'on a utilisé de l'eau pour ce produit-là? Ou, puis si on le met pas dans du plastique, bien évidemment, il va moins bien se conserver. Ou on y va avec le plastique, puis on permet une durée de vie de produit plus longue, qui fera en sorte que le produit, ultimement, va être consommé, il sera pas jeté. Il va être plus consommé au lieu de jeter, mais par contre, tu sais, j'ai envie de te dire là-dessus, je trouve ça bien si tu n'as pas le choix. Puis là, actuellement, en effet, on n'a pas beaucoup d'offres. Il n'y a pas d'alternative. Mais oui, il commence à en avoir, mais le problème, c'est toujours, comme tu sais, le prix. Au début, quand c'est de quoi de très innovant, ils partent trop cher pour les PME. Donc, puis les multinationales, ben, ils ne veulent pas passer à ça non plus parce que juste 5 cents de plus sur un emballage, sur 5 millions de pots, 10 millions de ventes d'unités, ça paraît pour eux. Fait qu'ils ne veulent pas le faire. Mais tu sais, oui, ces temps-ci, il y a des matières plus organiques ou naturelles que tu peux maintenant... on voit de plus en plus... Là, mais c'est une question de coût. Mais actuellement, ces produits-là, ils le savent que c'est pour des producteurs qui pourraient mettre des produits plus naturels, organiques autour de leur aliment. Ben, ils savent que c'est plus coûteux, en effet. Mais j'ai hâte de voir si un jour, on va être en mesure d'augmenter ce côté-là, puis de pouvoir... Parce que toi, la question qu'il faudrait poser à une spécialiste comme toi, c'est quand vous faites justement une promotion, une liquidation proche de la date de préemption, est-ce que vous voyez un peu la différence entre, autant chez le client quand il vient pour l'acheter, mais même vous, le produit, est-ce qu'il est plus facile à vendre dans un contenant comme une canne ou un pot de verre ou whatever, ou de temps en temps, tu vois qu'il y a des gens qui sont plus réticents quand c'est un petit emballage plastique, une barquette de styrofoam avec juste un petit foam dessus, un petit plastique. Est-ce que les gens vont être un peu plus réticents à l'acheter un peu plus loin que la date? Oui. Un exemple aussi anodin que je le dis toujours à mes clients, une manière d'économiser chez nous, puis de manière générale, c'est le vrac. C'est niaiseux, mais mes tomates vrac, c'est les mêmes maudites tomates que j'emballe en paquet de 4. Mais je les vends plus cher en paquet. J'ai un foam. T'as ton foam. J'ai ma personne qui l'a, le staff, le temps qu'on est allé la porter. C'est la même tomate, mais les gens vont acheter le beau paquet parce qu'il est structuré, parce qu'ils savent le prix fixe, parce qu'il a été pesé. Fait que ça fait en sorte que le vrac, pour plusieurs personnes, 2 piastres la livre, ils veulent savoir, elle va me coûter combien la tomate? Fait que c'est aussi anodin que ça. Fait que pour répondre à ta question, je dirais que l'emballage est important pour différentes raisons, non seulement pour la longévité du produit, mais aussi parce que les gens veulent savoir combien ça va me coûter. Et malheureusement, peu de gens ont une balance dans l'œil. Là. Fait que c'est plate comme ça. C'est tous des petits réflexes comme ça qu'on a. On dirait que jusqu'à de l'humain, il y a de l'hommerie, je dis souvent. Mais, les gens, souvent, on oublie que, dans le fond, c'est pas plus long d'aller chercher les 4 tomates. Puis au pire des pires, c'est parce que les gens sont gênés un peu. Tu arrives à la caisse, puis là, les 4, ça fait pas. On va en prendre une de moins au pire, madame, parce que là, j'avais pas vu que ça me coûterait peut-être. Mais tu sais, les gens veulent pas le faire, on dirait. C'est comme tu dis, ils vont préférer comme la structure, ça coûte ça. Mais comme tu viens de dire, tu sais, juste acheter les 4 en vrac puis les mettre dans ton petit panier réutilisable ou des mettre tout simplement ou whatever. Puis tu sais, t'arrives à la maison, ça t'a coûté un peu moins cher. 20, 25%. Ouais, il y a un 20% facile à aller chercher, moi je pense aussi. Puis d'un point de vue, encore une fois, écologique. Ben, t'as pas un déchet, là. Là, tu peux, parce que c'est un peu ça que je traitais tantôt, c'est que est-ce qu'au Québec, faut traiter l'emballage comme un déchet
où il faut traiter l'emballage comme étant un facilitateur et un conservant d'aliments. Puis ça, il faut revenir à ça. Ouais. Tu comprends? Ah, C'est ça, comme si là, actuellement, l'emballage au Québec, c'est un déchet. Mais ça devrait pas être un déchet. Parce que si, exemple, on faisait du verre ou du verre recyclé bien fait, qui est retourné à Vitam Aeternam au verrier puis qui a refait du verre, tout ça, tu sais, la réalité, c'est que finalement, en bout de ligne, ça serait vraiment l'économie du Québec, puis probablement des produits conservés plus longtemps. Ouais. Bon, il y a des contraintes, je dis souvent, c'est sûr qu'un 2 litres, mettons, t'as mieux en plastique. Tu comprends? Dans des formats de même. Tu vas à l'hôtel, dans la chambre d'hôtel, souvent, ils vont te mettre des petites bouteilles de savon dans la douche. Mais là, un petit 30 ml en verre, tu sais, la complication. Je te dirais, tu le fais en plastique, puis tu le conditionnes, puis tu le recycles, puis c'est réglé. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis souvent, c'est de choisir les bons formats, les bons domaines à revenir aux sources. Ouais. On le voit chez Penny Extra. La boucle se fasse. Je prends souvent l'exemple du croton, que tu peux m'en parler, c'est ça. Je disais tantôt, le croton, il y a, début 2000, il avait sorti du verre complètement. Parce qu'à l'époque, le croton était fait dans des pots de verre tout le temps. Tu me l'apprends. Oui, le croton était tout le temps dans le pot de verre, puis la conservation était vraiment incroyable. Oui, c'était scellé comme une conserve. Comme une conserve. Fait que, un couvert, si tu le refermais, il restait quand même plus longtemps. Tout à fait. Maintenant, depuis les années 90, ils ont tout mis ça dans les petits plots de plastique ou la barquette pour les bouchers ou les petits détaillants ou vendre ça en vrac, justement. Puis là, on coupe la chose, on met ça dans une barquette de styrofoam, on met le petit plastique là-dessus. C'est-tu réconfortant un peu? Oui, mais en même temps, comme tu dis, c'est que souvent, on arrive à la maison, puis la durée de vie de notre produit, notre croton dans la barquette, souvent... Non, il ne sera pas là longtemps, là, 10 jours, puis c'est fini. Mais c'est sûr, si tu achètes juste un petit 150 grammes, puis que tu le manges en 4-5 jours, parce que les Québécois... Ça, je disais aussi pour le lait. Le lait, c'est un peu la même affaire. Si le lait, dans les années 80, est parti dans le carton ou dans le petit sac de lait, là, ben c'est pour ces raisons-là. C'est que les Québécois buvaient tellement de lait à l'époque, la consommation moyenne d'un Québécois. Fait qu'un 2 litres, là, il était fini en 2 jours. Fait que pourquoi le mettre dans un pot de verre que ton lait dure 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois? Ça. Ils se sont dit, ben écoute, pas besoin. Ça sert à rien, on va le mettre dans le petit carton, dans le petit lait. En 3 jours, il est passé. C'est ça, un spag avec du lard. C'est donc bien bon. Et voilà. T'as fait ça, toi? Ah oui. Mais tu sais, en fait, c'est la réalité. Fait que dans le fond, on voit un peu des fois, donc les gens vont hésiter de prendre un produit des fois selon l'emballage, mais... Tout est une question de présentation, mais aussi une question de coût chez nous. Moi, si je veux dire, le jambon, s'il est à 1 pièce la livre, il est à 1 pièce la livre, là, dans le sens où il peut être emballé de la meilleure manière, c'est le prix chez nous. À ce prix-là, le monde ne regarde plus ça. C'est ça. Il y a comme à un moment donné, le niveau de tolérance à l'emballage, il prend le bord quand c'est un prix épouvantable. Quand c'est un vrai win. Oui. Tu vois, là, présentement, j'ai des jambons congelés. Là, c'est 7 kilos de jambon. Là, c'est une méchante pièce. C'est gros de main. Puis j'étais à 15 $ le jambon. Tu pensais? Des fois, tu as un petit morceau gros de même pour un petit peu moins de 15 pièces de 1 pièce la livre. Là, fait que, on est prêt pour Pâques. C'est vrai, hein? Mais c'est un gros jambon à faire cuire. Il faut avoir tout l'équipement de cuisine. Ceux qui ont des parties de famille, c'est le temps d'y penser. Puis avec des bonnes bières, il y a des rousses. Ils gardent des browns pour faire ton jambon. Fait que c'est parfait. Écoute, j'ai le goût de te demander aussi, quand ton grand-papa puis ton père ont parti ça, comme on disait tantôt, c'est pas un aspect qu'ils voyaient vraiment, là, le gaspillage alimentaire à l'époque. Non, c'était pas d'actualité. C'est ça, c'était les balbutiements. Nos parents, souvent, ils nous gâtaient beaucoup, puis c'était la consommation. C'était la fierté de pouvoir consommer, créer l'économie. Fait qu'à l'époque, c'était pas vraiment le côté environnemental. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui... ça fait partie vraiment de vos valeurs, toi et ton frère et ton père, ou c'est toi ou les plus jeunes comme qui essaient de garder un peu le côté... Ben c'est sûr, mon père, il vient d'une famille de 11, là, des sandwichs à moutarde, il en a mangé. Fait que pour lui, c'était juste une question d'offrir aux familles une alternative économique qui va leur permettre d'avoir quelque chose de super intéressant sur la table sans s'arracher le portefeuille. Puis même chez nous, à ce jour, là, lui, gaspiller, ça le rend complètement fou, mais juste par la notion de pas profiter d'une ressource. Là. C'était pas... il allait pas... Tu sais, le niveau environnement, il est pas là chez lui. Là, je le conscientise à ça. Puis je suis comme, hey, papa, il y a vraiment une plus-value. Ça allait au vidange. Tout le... Tu sais, là, tu vas y parler de l'empreinte carbone. Pour lui, c'est pas... de toute façon, je le dis souvent, ça, c'est comme tout le temps en mettre trop. Faut revenir à la base. Oui. Souvent, je dis, là, l'indice carbone, c'est beau, mais comment tu le calcules? Puis tu sais-tu que...
sais, tu comprends, je veux dire? Fait qu'à un Fait moment que, donné, il faut en laisser et en prendre. Puis ça, t'as raison là-dessus. Tu sais, ils n'ont pas à tout savoir ça, les gens. Non, lui, le résultat, c'est qu'il y a du monde qui n'aurait pas mangé des cuisses de canard cette semaine, qui mange des cuisses de canard parce qu'ils sont à prix abordable. Ça le rend fier puis ça le rend heureux. Exact. Ben, tu vois-tu, Fait moi, que, ça me plaît aussi comme discours parce que je trouve qu'il y a des gens, puis surtout en 2026, qui se privent. Hein? Ah, de 1000 affaires, Se là, à un privent moment donné. épouvantable de plein de choses qu'ils aiment. Parce Oui, que justement, c'est plus parce achetable. que c'est pas achetable du bacon. Hey, tu sais, c'est fou, hein? C'est épouvantable. Chez nous, 2 pour 6 cette semaine. Ben, en fait, pas mal de manière constante. C'est de la catégorie B, il est pas égal. C'est le bout de la ronde. C'est pas grave, ça. Il va toujours à la même place. Puis quand il est bien cuit, là, on s'entend, habituellement, il commence à courber, bien ça replace. Oui, puis les petits bouts, ben, tu fais du petit bacon bite pour ta salade César. Il y a plein, les saucisses dans le bacon. Il y a plein d'alternatives, mais il y a des choses qui sont maintenant considérées des raisins chez les grandes bannières. Là, c'est un produit de luxe maintenant. Là, 5, 6 piastres la livre. Les noix, c'est fou, hein? Oui, fait que tout ça, tu sais, mon père, son souci, c'était vraiment de faire en sorte que les prochaines familles ne mangent pas des sandwichs à moutarde. Tout le temps, c'est ça. Puis pour moi puis mon frère, moi particulièrement, par mon réseau d'affaires, par les gens que je côtoie, ça devient pour moi un souci aussi, l'aspect environnemental, mais pour répondre à ta question, pas de la même manière que ça l'est pour mon père. Là. Non, mais c'est pour ça que je trouve ça bien. Madame, je trouve ça bien que vous ayez pris un peu la relève puis que vous continuez vers ça. Parce que dans le fond, vous avez tout le bagage que lui et ton grand-père, dans le fond, t'es né là-dedans. Vous êtes né là-dedans. Fait que dans le fond, vous savez comment ça fonctionne. Vous savez comment réussir un peu là-dedans, mais vous savez aussi maintenant comment ajuster un petit peu tout ça sans nécessairement, comme tu dis, parce que souvent, les gens vont penser que quand on essaie d'être conscientisé, mettons, ben ça coûte beaucoup plus de sous puis c'est moins performant. Mais non, on peut montrer aussi que c'est performant. Un système exact. Fait que non, j'aime beaucoup le modèle. Fait que dans le fond, ton frère, lui, comment est arrivé l'idée de dire est-ce que lui a tout de suite eu la piqûre et est rentré là, ou lui aussi un parcours un peu comme toi, est allé étudier dans d'autres choses puis il règle un autre dose. Tu sais, vous complétez très bien. Autrement dit, toi, tu as plus cet aspect-là, lui, plus cet aspect-là. Ben lui, en fait, là, ça a été rock'n'roll, là, le début de Panier Extra. On est passé d'un petit local là, de, je pense que c'était 2500 pieds carrés à 10 12 000 pieds carrés. Puis le début, mon père savait vraiment pas dans quoi il s'embarquait. Puis il a bûché là, des senteurs semaines tout seul à placer des cannes des allées parce que, écoute, on faisait le 5e du chiffre d'affaires qu'on fait actuellement avec un loyer épouvantable. Fait qu'au début, ça a été difficile. Puis mon frère était en train d'étudier en électricité pour être électricien, puis mon père, il allait pas s'en sortir. Là. Honnêtement, les premières années, on jetait de l'argent par les fenêtres. Fait que lui, c'est le côté un peu manuel. Là, finalement, c'est le fun. Ben, finalement, c'est là qu'on voit qu'il va venir combler tout ça. Il est hyper créatif. Parce que c'est important dans votre domaine aussi d'être comme ça. Parce que comme tu dis tantôt, OK, oui, des fois, vous devez payer un technicien pour le frigidaire, là, c'est là ça. Mais au moins, lui, il est là pour arriver... stopper l'hémorragie un peu. On va caler, le temps que ça arrive, je vais vous arranger ça. Je suis sûr qu'il est là tout le temps pour faire des affaires. Il optimise les processus. Là, disons, il voit nos employés travailler puis il dit hey, ça n'a pas de bon sens qu'on fait ça de même. Voici telle solution. Il apporte des solutions à notre quotidien. Et mon père puis moi, on est plus la tête en bas, des gens hyper travailleurs, mais beaucoup d'heures. Mais on s'arrête rarement pour regarder autour de nous. Qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner? On est beaucoup dans l'action. Lui, il est vraiment plus dans la réflexion. Il nous permet de nous arrêter puis d'apporter des solutions à des choses qu'on a toujours faites d'une certaine manière puis qu'évidemment, il faut que ça évolue. Qui n'ont pas tout le temps du sens parce qu'on est à la face dedans. Des fois, on ne voit pas ça. Hein, fait qu'il y a vraiment ce pas de recul-là que mon père et moi, on a moins. Puis il est hyper créatif. Fait que c'est ça force mon frère. Puis lui, il a joint l'entreprise là, Panier Extra, sa forme actuelle, ça fait 10 ans, on fête nos 10 ans en mai déjà. Fait qu'il a joint l'entreprise, là, je pense, dans sa première année d'activité. Est-ce qu'il y a une primeur que tu peux m'annoncer aujourd'hui du genre, est-ce qu'il y a une deuxième succursale dans l'air ou... Ben, c'est pas exclu. C'est pas exclu. On travaille là-dessus. Pour moi, je veux vraiment optimiser ce point de service-là qui est rentable. On a développé une marque avec ce produit-là, puis je suis vraiment fière de ça. Je veux pas sauter d'étape. Je veux m'assurer que
que pour moi, le local puis l'emplacement est vraiment A1, qui nous ressemble, qu'on en est fiers, puis que là, il reste juste à continuer l'innovation, mais de rendre le même service. Puis il est vraiment à notre image parce qu'on fait beaucoup de planchers. Oh, tant qu'à faire, comme tu dis, une deuxième ou une troisième succursale, souvent, je dirais, vous faites bien de vouloir le même esprit, la même essence. Oui, l'aspect convivialité chez nous, tu rentres, tu sais, mes employés, c'est pas parce qu'on leur demande qu'ils disent bonjour aux clients, c'est parce qu'ils ont vraiment ce souci-là, puis le souci de que ça soit chaleureux, puis nos employés nous ressemblent. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. On embauche comme vous avez embauché ce que vous voulez, un peu comme type de profil, puis c'est parfait, ça. On a vraiment une belle équipe stable, les gens travaillent avec cœur chez nous, puis on a beaucoup de plaisir à travailler. Puis ça, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Mon père est en bas de cap à la journée longue sur le plancher, à travailler aussi fort, sinon plus que les employés. Fait que ça, j'ai beaucoup le souci que dans le deuxième point de service, ça soit la même chose, mais il faut réussir à se détacher un peu de l'opération puis de faire en sorte que cette culture-là reste en place. Je pense que c'est possible. Oui, il faut pas nommer les compétiteurs. C'est pas un compétiteur pour vous, mais je prends l'exemple de la famille. C'est une famille aussi qui a ça, les Chaloux à Québec. Oui. La famille est géniale, ils sont fins, ils s'en occupent. Puis là, ils ont sorti 2 autres points de vente, puis ça va super bien parce qu'ils ont réussi à transmettre cet ADN-là de la famille. Ouais. Puis j'en doute pas que à te parler, à te côtoyer, j'ai vu ton père à quelques occasions, puis ton frère, puis je pense vraiment que c'est le genre de dans le fond, c'est pas pour rien que ces gens-là viennent travailler pour vous aussi. Là. Dans le fond, c'est un peu ça. Oui, puis c'est un souci pour moi que la clientèle le ressente, puis qu'il y ait vraiment qu'il y ait un sentiment qu'ils sont considérés quand ils viennent chez nous, puis on est tellement... mon père le dit tout le temps, merci à nos clients. Il a tellement bûché, puis on va être éternellement reconnaissant, puis on prend pas nos clients pour acquis aussi. C'est un souci que j'ai de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un client vient, il demande un produit, il n'est pas disponible, ben, on l'aura pas en liquidation, on l'aura pas dans des grosses quantités, mais qu'il puisse faire une épicerie complète aussi, c'est un souci que j'ai. Fait que on est vraiment à l'écoute de nos clients par rapport à ça. Notre but, c'est qu'ils puissent faire une épicerie complète, puis qu'à la fin, la ligne du bas, là... Le bottom line qu'on dit en anglais, là, mais... C'est souvent quelque chose qu'on se fait présentement critiquer. Les gens sont excessivement exigeants. Ils s'attendent à ce que pour chaque produit qu'ils achètent chez nous, on bat l'ensemble des bannières. Non, mais moi, ce que j'aime de chez vous, c'est ça. C'est que, non, mais tu sais, ce que j'aime chez vous, puis je pense qu'il ne faut pas que les gens tombent dans le piège. C'est que si on veut faire 100% de notre épicerie tout le temps, il faut quand même qu'il y ait quelques produits réguliers chez vous aussi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il ne faut pas juste que le monde pense qu'on va là puis c'est 30-40% d'économie tout le temps. Ben, c'est ça. Je pense que c'est une épicerie qui, oui, met de l'avant ça, c'est sa priorité, mais doit garder justement une versatilité, une offre constante, comme tu dis, qui permet aux gens aussi de faire une épicerie complète. Oui, je veux pas que tu ailles chercher exact, si tu fais ton épicerie à 70%, exact. Fait que je l'ai au même prix que chez Métro, mais tu n'auras pas besoin de prendre ton char, d'aller faire un tour ailleurs. Et voilà. Ben, c'est pour ça, moi, je l'ai compris tout de suite, puis ça c'est important, je pense que les gens Oui, c'est la ligne du bas qu'il faut regarder, puis ça, je mets ma main au feu que j'ai la meilleure ligne du bas. Ben oui, je suis persuadé, moi aussi. Écoute, j'adore ce sujet. J'ai même envie de te lancer un petit défi en finissant. Je t'écoute. Tu sais que j'ai un segment que je t'invite à aller voir mon segment. J'ai un épisode qui est tout le temps dédié aux foodies, soit des producteurs alimentaires ou whatever. Dans les prochains mois, on ne sait pas quand encore, je vais regarder ça, mais j'haïrais peut-être pas ça qu'on fasse un petit segment avec des produits. Je vais essayer de regarder ça dans les prochains mois. Donc, avoir la mentalité de concocter des choses avec des produits, justement, passé date, proche d'être passé date, tout ça. Mais faire de quoi? Une belle recette, puis tout ça. Puis de mettre au défi les gens de goûter ou de le refaire pour voir la différence entre... À l'aveugle, des fois. Exactement. Tu sais, de dire, écoute, crème, tu me l'as pas dit, on pourrait justement te le dire, faire de quoi? Avec des produits frais, puis des produits un peu plus proches, puis juste voir comment, puis mettre au défi les gens. Ben écoute, faudrait pas que mes amis écoutent ce podcast parce que
je leur sers souvent du passé date, puis je leur dis pas. Puis moi, j'étais allée au séminaire Saint-François, hein, fait que j'ai mon cercle d'amis est plutôt, comment on dit, cossu. Un petit peu huppé. Mais non, mais c'est correct, c'est drôle, ça. Là, ils sont tout le temps, c'est quoi la date, là, sur ton tofu? Oh, oui, ils croient plus, à cette heure, c'est ça. Non, c'est ça. Au Québec, ils valident, ils vont dans la cuisine. Puis là, une fois qu'ils l'ont dans la bouche, je leur dis. Ah, c'est bon, ça. J'adore, mais j'aimerais ça qu'on regarde ça parce que je trouve que c'est important que les gens savent que oui, il y a d'autres compagnies au Québec qui font ça maintenant. Ça pourrait même être une tendance. Pour ça, je te demandais tantôt, je me suis dit, écoute, je pense que vous devriez profiter du fait que le timing était bon un peu pour vous depuis. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Puis là, on voit vraiment qu'il y a une hausse. Puis vous êtes super encadré, comme je disais tantôt, par la MAPAC. Ça, c'est étonnant. J'en parlais avec toi tantôt. On a tout le temps peur. Même les entreprises, souvent, ont peur. Les détaillants, souvent, ont peur. Tout le monde a peur. Le producteur, tout le monde a peur de la MAPAC. Habituellement, c'est comme... Puis là, je trouve ça le fun parce que c'est comme s'ils prennent la balle au bon puis ils essaient de régler un problème puis une opportunité de faire moins de gaspillage alimentaire avec vous en gardant des paramètres et des règles. Puis vous pouvez, avec ça... J'invite les gens à googler meilleur avant, bon après. Oui. C'est vraiment un guide sur le site de la MAPAC qui encadre chaque type de produit. On me pose souvent la question, une conserve, combien de temps avant, versus un fromage, versus de la viande surgelée, évidemment. Là, de la viande passée date, c'est moins sexy. Mais fait que ce guide-là, qui est vraiment sur le site de la MAPAC, un beau PDF que moi, j'utilise justement dans mes argumentaires avec les gens qui sont sceptiques. Parfait, on va le mettre dans les commentaires, dans le bas de l'entrevue, dans le bas du... Vraiment, ça donne de la crédibilité à notre secteur, puis je suis vraiment reconnaissante de la MAPAC pour mettre en place ce genre de c'est ça qu'il faut pousser, d'ailleurs. Je te dis, il faut démocratiser le plus possible, que les gens le savent. Parce que dans le fond, après ça, ce sera un choix de dire... Tout à fait. Je le sais, je suis correct. Tu sais. Exact. Puis que je peux justement sauver un petit peu de sous cette semaine parce que je suis serré. Oui, puis même pas, ça dépend pour quelle raison on achète un produit qui est passé date ou qui est près de la date, mais je dis toujours que j'ai deux types de clientèle. Une clientèle qui est vraiment, qui cherche à économiser, puis une clientèle qui a le souci de l'environnement, puis on dirait une troisième. Les deux font un super match. Oui, tout à fait. Puis même chez nous, on l'identifie clairement avec un petit collant jaune qui s'appelle produit déclassé. Fait que chez nous, quand les gens entrent, ils peuvent le repérer facilement puis faire le choix justement en fonction de la date qu'ils constatent sur le produit. Est-ce que je suis à l'aise avec cette date-là? Hey, ça, je trouve ça trop loin. Moi, ça m'intéresse pas. Fait que nous, on est totalement transparent par rapport à ça chez nous. La plupart de nos produits sont pas passés date, mais pour ceux qui le sont, là, on les identifie clairement. Ils sont très bien identifiés, oui. Oui, c'est pas des cachettes chez nous. Là. Ben non. Madame, c'est le concept, finalement. Oui, tout à fait. On se cache pas derrière quand on s'assume dans le concept. T'sais. Absolument. Écoute, ça a été magnifique, même un petit peu trop vite. Mais il faut arrêter. Qu'est-ce que tu veux? On prend jaser des heures, ça, c'est exact. Sûr. On se reprendra. C'est mon but, moi, bien sûr, c'est toujours de parler des choses pertinentes puis d'aider, bien sûr, nos partenaires, nos producteurs, nos détaillants. Oui. Donc, je te remercie vraiment d'avoir passé à Monsieur Bouteille. Puis on se voit bientôt. Salut à tout le monde. Merci Noël, l'invitation.